poursuivons cette discussion de marché sur la partie américaine, notamment nord-américaine au sens large, mais américaine en particulier, avec Éric Lafrenière, gérant Action US chez Richelieu Gestion. Bonjour Éric. Bonjour. Oui, gérant Action nord-américaine. N'oublions pas que vous êtes également investi sur la partie canadienne, par exemple, Éric. Oui, un petit commentaire, là, on a décrit un peu la situation avec Arnaud Faller, mais sur le plan macro-monétaire, en ce qui concerne les États-Unis, bon, le constat qu'on dresse, c'est que le degré d'agressivité de la Réserve fédérale américaine continue d'augmenter, et on l'a vu encore la semaine dernière à travers multiples communications de banquiers centraux américains, par exemple, à l'occasion des rencontres du FMI. Tout à fait, et encore une fois, moi je suis assez favorable à ce discours. Je pense que c'est aujourd'hui que la Fed doit en profiter pour essayer, de stabiliser et de réduire l'inflation, donc d'aller fortement maintenant quand l'économie américaine est quand même plutôt en bonne santé et de se garder de la marge de manœuvre pour plus tard. Donc je pense que c'est le moment de le faire et qu'on ait 3 voire 4 hausses de 50 points de base consécutives n'est pas totalement absurde. En tout cas, me semble plutôt logique. Et d'ailleurs, le marché le price plus ou moins. Donc c'est déjà en grande partie dans les cours, donc c'est pas un événement qui, en tout cas à ce stade, ne m'inquiète particulièrement. Beaucoup d'investisseurs raisonnent un peu de cette manière. C'est-à-dire, plus la Fed se montre hawkish, agressive, et c'est le cas encore jusqu'à aujourd'hui, plus je vois des investisseurs qui commencent à dire la Fed ne délivrera pas tout ce qu'elle semble indiquer ou semble communiquer, signaler au marché. Est-ce que vous attendez, vous aussi, à un moment, un virage en termes de communication de la part de la Réserve fédérale américaine, et qu'est-ce qui pourrait amener effectivement peut-être un renversement dans le ton de la Réserve fédérale américaine entretenue vis-à-vis du marché? Donc ce qui est clair, c'est que déjà elle n'a pas une mission qui est très facile, parce que l'idée c'est de réussir à calmer, stabiliser cette inflation sans tuer la croissance. Donc on se balade entre un risque de surchauffe et un risque de récession. Donc il faut trouver le juste milieu et rester bien calé dans son discours. Donc le fait d'attaquer encore une fois tôt est plutôt la bonne solution. Aujourd'hui, on voit que les CPI, donc les indicateurs d'inflation, notamment le month-on-month sur le corps, étaient plutôt un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Est-ce qu'on aura confirmation? Donc c'était les chiffres de mars, donc on aura en mai les chiffres d'avril et tout début juin, je crois, avant la réunion de la Fed, les chiffres de mai. Donc il y a encore 2 CPI à venir avant la grande réunion du mois de juin de la Réserve fédérale américaine. Donc ça, c'est plutôt un élément qui nous donnera un peu de visibilité sur les aspects inflationnistes. On a quand même des indicateurs de sentiment de marché qui vont arriver, notamment on a aussi les effets stock. On a eu la Fed d'Atlanta qui a quand même communiqué sur le fait qu'on voyait un petit ralentissement un petit peu au niveau économique. Donc l'idée, ça sera vraiment de réussir à piloter cette hausse des taux pour stabiliser encore l'inflation, tout en maintenant un niveau de croissance qui est satisfaisant. Et je pense, en tout cas à ce stade, nous on a envie de faire confiance à la Fed dans ce discours-là. Après, sur un niveau d'allocation action, on est plutôt sur un niveau neutre aujourd'hui. Donc on partage en partie les inquiétudes de votre autre invité. Et par contre, en relatif sur la partie action, aujourd'hui, nous, on a quand même un biais assez fort sur les États-Unis. Aujourd'hui, on a un manque de visibilité en Chine. On a eu une politique Covid qui était quand même assez différente des pays occidentaux. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes. On le voit avec Shanghai, on le voit avec Pékin. Donc aujourd'hui, on a un manque de visibilité. L'Europe, on a une inflation, mais qui est totalement différente de l'inflation qu'on peut avoir aux États-Unis. Elle est très importée, notamment par les matières premières, la hausse du dollar, parce que les matières premières sont échangées principalement en tout cas en dollars, et on a ces inquiétudes liées à l'invasion de la Russie en Ukraine, pour laquelle on n'a pas aujourd'hui d'éléments de sortie. Et puis on n'a pas la même inflation salariale aussi. Alors, je sais que c'est un risque pour les banquiers centraux, mais en attendant, c'est ce qui permet aussi aux consommateurs américains de garder un peu la tête hors de l'eau. Exactement. Et donc on préfère aujourd'hui les États-Unis. Certes, on est en phase de durcissement de politique monétaire, mais plutôt pour des bonnes raisons. Vous parliez du consommateur. On constate qu'aujourd'hui, les hausses salariales sont plutôt concentrées sur les plus bas salaires, ce qui leur permet un peu plus facilement d'absorber le choc inflationniste. Et deux, c'est surtout que les réserves sur les comptes à vue des consommateurs américains aujourd'hui sont quand même largement supérieures à ce qu'on pouvait avoir historiquement et surtout les crises, et ce qui leur donne encore un peu de capacité à encaisser cette inflation qu'on voit au niveau de l'essence, de l'alimentaire. Il y a encore un matelas de ce point de vue-là. Oui, pour nous, il y a encore un matelas de ce point de vue-là, et ce qui fait qu'en relatif, on continue de privilégier ce marché-là, avec aussi l'effet dollar, bien entendu, près de 6,2% de hausse depuis le début de l'année. Donc pour un investisseur européen, ça donne un deuxième coussin dans la diversification.
L'autre grande partie dans l'actualité des marchés en ce moment, ce sont les résultats des entreprises avec tout ce qui va avec, notamment les communications, les perspectives, les enjeux détaillés par les différents managements. Bon, on a déjà eu un premier échantillon depuis quelques semaines aux États-Unis. Est-ce qu'il faut en retenir des enseignements particuliers, Eric? Et puis, la semaine va être majeure avec les résultats des GAFAM, à commencer ce soir par Microsoft et Alphabet Google. On peut également se focaliser un peu sur ces big tech américaines. C'est vrai que quand on voit la tête du Nasdaq qui est encore proche d'une baisse de 20% par rapport au pic du mois de novembre, vu le poids de ces valeurs, on se dit non seulement il faut que les résultats soient bons, mais il faut en plus que les résultats enthousiasment suffisamment le marché pour permettre de tenir quand même sur les niveaux actuels. Oui, donc plusieurs éléments. Donc sur les publications qu'on a eues depuis le début de cette période Q1, globalement, on a plutôt eu des surprises quand même favorables. Je crois qu'on est autour de 80% de surprises favorables. Les réactions en termes de variation de prix sont un peu moins que ce qu'on a pu connaître historiquement, mais quand même pas trop mauvaises, à l'exception de Netflix, si vous voulez, on en parlera après, mais c'est un élément un peu à part pour moi. Aujourd'hui, les attentes sont très fortes sur le secteur de l'énergie. Donc c'est là qu'on attend les plus fortes progressions en termes de résultats, drivés en grande partie par l'évolution du prix du pétrole. Faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était en cours négatif sur le pétrole. Et ce qui est intéressant, nous étions à une conférence aux États-Unis où il y avait environ 300 sociétés qui présentaient. On n'a pas pu voir tout le monde, mais on a pu en voir un certain nombre. Et un des éléments que nous, on surveillait avec attention autour du pétrole, c'était l'évolution du nombre de puits en production aux États-Unis. Et on voit par rapport au rebond qu'on a pu avoir par le passé, que la progression des nouveaux puits est beaucoup plus lente. Et c'est une question qu'on a eu l'occasion de poser à un certain nombre d'intervenants, dont Pioneer, qu'on ne détient pas en portefeuille, mais avec qui on... Grand acteur du shale, on va dire, exactement, aux États-Unis. Et le discours était relativement simple. Ça fait presque 2 ans qu'ils communiquent à leurs investisseurs qui vont être beaucoup plus prudents en termes de CAPEX et beaucoup plus sélectifs dans leurs projets et donc avec une politique de retour à l'actionnaire beaucoup plus forte, que c'est pas parce que si aujourd'hui le pétrole est à $100 et qu'on accélère et qu'on ouvre les vannes, ils perdent une certaine crédité auprès de leurs investisseurs. Ils ont appris du passé de ce point de vue-là. A priori, ils semblent avoir appris et c'est vrai qu'on attend des retours à actionnaires en termes de dividendes, voire de buyback qui sont assez importantes, notamment dans ces sociétés-là. Donc je vois, même s'il y a une pression politique assez forte de Biden pour relancer la production. C'est pas l'état d'esprit des grands acteurs du shale américain. Ça ira progressivement, je pense. Donc c'est un peu c'est cash flow first, quoi. Exactement. Et pour l'actionnaire, alors, ça reste un bon secteur dans lequel il faut être investi ou pas? Nous, on y était. Donc c'est à environ 3% du S&P aujourd'hui. Donc nous, on en a eu 10% fin d'année dernière, jusqu'à fin mars de cette année. Surtout dans notre poche cœur, vous savez, dans notre fonds, on a une poche cœur croissance du dividende. Et c'est vrai qu'on retrouve des sociétés comme Chevron ou comme Canadian Natural Resources qui ont des longs historiques de croissance du dividende et qu'on a eu en portefeuille. Par contre, on avait d'autres acteurs moins sur cette partie dividende avec Whitecap au Canada, entre autres. Donc nous, on a tout vendu. Sans doute une semaine ou deux trop tôt, peut-être 3 semaines trop tôt. On a tout sorti la partie énergie fin mars pour quelques raisons. C'est qu'à partir d'un certain niveau de pétrole, la corrélation à la hausse est beaucoup moins forte qu'elle ne l'est sur les phases intermédiaires et que même si on a des visions de pétrole quand même relativement élevées puisqu'il n'y a pas eu de CAPEX pendant un certain temps sur ce secteur, que la demande reste forte, que pour le moment OPEP+ est une discipline assez forte dans son retour, on pense qu'il y a le risque, il est plutôt en tout cas qu'il y a des meilleures choses à gagner ailleurs et que si jamais on venait qu'avoir une correction sur le pétrole, la corrélation à la baisse serait beaucoup plus forte. Donc on est aujourd'hui totalement absent de ce secteur qui représente environ 3% de l'indice. Donc, ensuite, donc, vous parliez des résultats des big tech c'est aujourd'hui. Ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir deux mondes. Il y a Chevron Exxon qui publie en fin de semaine. On va avoir Big Oil et Big Tech. Exactement. Donc Big Oil, on a laissé de côté pour l'instant. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est ça. Les 10% de pondération que vous aviez ne sont plus aujourd'hui. Dans le portefeuille. Qu'en est-il des Big Tech Donc, on avait commencé l'année avec environ 9% de la tech au sens large, pour un indice environ à 27%. Les GAFAM, c'est une vingtaine de pourcents à peu près dans l'indice. On est aujourd'hui rebenchmarké, on l'a fait en 2 fois. On l'a fait sur la première correction de mai,
où le Nasdaq était moins 15, moins 16%, sont pour nous des points de renforcement. Donc on avait commencé à remettre un petit peu de valeur de croissance, de valeur de la tech dans le portefeuille. Où on a été un petit peu surpris, c'est que sur la crise ukrainienne, comme beaucoup, on ne pensait pas que M. Poutine allait effectivement envahir, ce qui a remis une deuxième couche d'inflation quelque part, refait accélérer les taux. Donc on a eu un bon mois de mars quand même sur la tech, mais aujourd'hui on a de nouveau ces inquiétudes. Donc on a remis une deuxième couche pour se remettre. Après, en termes de valeur GAFAM, nous on n'en a que 2 en portefeuille. On a Amazon et on a Microsoft, parce que Microsoft a maintenant cet historique suffisamment long de croissance du dividende pour intégrer notre poche-cœur. D'accord. Donc sur Microsoft, donc, qui publie aujourd'hui, on attend une progression des revenus autour de 18%, principalement drivé par Azure et la partie Office via le cloud. Le sujet peut-être d'attention ou d'inquiétude qu'on peut avoir sur Microsoft, c'est la partie Windows, avec le ralentissement des ventes de PC aux particuliers qui pourrait attirer son attention. Après, on n'a pas d'Alphabet nécessairement, en tout cas dans le fonds Richelieu America. On peut l'avoir dans certains portefeuilles de clients privés. Et là aussi, on attend une croissance de 24% des revenus, drivée par la partie publicitaire, le métier traditionnel, YouTube. La seule peut-être inquiétude côté Google, c'est qu'on avait eu un Q1 particulièrement bon l'année dernière, plus de 35% de croissance des revenus. Et une base de comparaison difficile. Base peut-être un peu plus difficile. Voilà. On suivra ça après la clôture et la réaction de marché aussi, très importante effectivement dans un contexte de fragilité du Nasdaq, toujours on va dire ça comme ça. Et il nous reste 30 secondes pour dire un mot d'Elon Musk et de Twitter. Je vous laisse répondre à la question que vous voulez d'ailleurs sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'est la grosse headline du moment, parce que c'est Elon Musk, parce que c'est Twitter. Donc on peut se poser plein de questions sur le raisonnement derrière l'acquisition. Après, côté valo, on voit que fin d'année, ça valait encore autour de $70, mais l'année dernière, ça valait près de $80, à $54,20. Est-ce que c'est une bonne affaire ? Sans doute. Sans doute. Après, il faudra voir comment les innovations qu'il va réussir à mettre en place. Il sera clairement moins embêté parce que la boîte ne sera plus cotée, donc il pourra vraiment faire ce qu'il veut. Donc, oui, Elon Musk prend le contrôle de Twitter. Ça fait partie des grands deals de ce début d'année qui, effectivement, sont entretenus par un buzz médiatique parce que c'est Elon Musk et parce que c'est Twitter. Il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Eric. Eric Lafrenière qui est avec nous pour évoquer la situation des marchés américains et parler de stratégie d'investissement sur ce marché américain, nord-américain en général et le marché US en particulier. Eric Lafrenière qui est gérant actions américaines chez Richelieu Gestion, invité de la mi-journée de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart pour une nouvelle heure d'antenne.